Ok, 12h30 pile, on démarre au Jessie. Ouais, c'est super. C'est votre 5e jour. Voilà. Ça va? Oui, très bien. Vous avez pris la pilule? Contre le stress. Toujours. Contre le stress, je précise. Bonjour à tous, on démarre dans la bonne humeur comme toujours dans le ZCL. Il est 12h30 et quelques secondes, on est à l'heure et on est avec vous, c'est vendredi, donc c'est le week-end. Donc on vous souhaite déjà bon week-end, bon appétit si vous passez à table. Mais restez avec nous, nous là juste à des heures et autres à peu près. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors d'abord, on va recevoir dans l'ordre monsieur Philippe Vidal de Zouk News. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir un écrivain qui a produit un ouvrage digne d'intérêt et qu'il faudra lire. Ça s'appelle Le complexe équation antillaise et c'est René Santenac. C'est un ouvrage riche d'informations économiques, aussi politiques. On va décortiquer ça tout de suite plus tard avec lui. On va recevoir aussi M. Gilbert Lomort, le comédien, puisqu'il y a une pièce qui se joue demain à l'Archipel. Et puis nous avons un petit scoop avec M. Porlon. Ça, c'est une situation un petit peu particulière pour le CIVAD. Tout ça, c'est dans un petit moment. Sinon, tout de suite avec Jessie, les titres de l'info. Alors, hier après-midi, la N1 à Capesterre-Bello était sous le contrôle de la police et la DIL, une opération de prévention routière qui se fera récurrente sur les routes de Guadeloupe en 2016. Reportage avec Vivian Maletti. Contre le silence et l'oubli, c'est le nom de l'association qui a vu le jour le 28 novembre dernier, suite à la mobilisation du plasticien Joël Nanquin autour du cimetière d'esclaves à Saint-François. Axel Lafleur était présent lors de leur conférence de presse ce matin au centre culturel Rémy Nassouta à Pointe-à-Pitre. Et enfin, utiliser la musique urbaine pour sensibiliser les jeunes sur leur environnement, c'est l'objectif du projet Agir pour ma ville, mon quartier, un projet lancé ce matin au collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre et parrainé par le chanteur Chris. Reportage tout à l'heure avec Nicolas Le Sieur. Merci. Donc, Jessie, vous aimez Chris? Oui, j'aime beaucoup. J'aime toutes sortes de musique. Toutes sortes de musique? Oui, oui. Même la musique classique? Aussi. Aussi? Ah oui, c'est vrai, vous êtes un peu saxo. Voilà, oui, je joue un petit peu du saxo. Je débute. Oui, débuter. On aura l'occasion de vous voir un jour en show ici. Alors, on démarre avec Philippe Vidal. Alors, Philippe Vidal, c'est le patron depuis 2013 de Zouk News. Zouk News, c'est une radio qui est née d'une autre radio. On ne va pas revenir sur l'histoire. Zouk News, il faut le dire, l'année dernière, quand on a commencé le ZCL, c'était notre partenaire. Peut-être qu'il redeviendra, j'en sais. Philippe Vidal, bonjour. Bonjour M. Zandronis, bonjour aussi à vous, chers téléspectateurs de Canal 10 et aussi auditeurs de Zouk News 94.6. C'est dommage qu'on ne soit pas en lien, il faut se signaler quand on voit ces radios-là actuellement, mais nous, on vous dit ça. Alors, pour la première fois depuis donc, 2 ans et demi, 3 ans, Zouk News est dans le sondage Médiamétrie. C'est un événement. Oui, c'est un événement parce que c'est une reconnaissance du public. Et ma présence ici a pour but justement de remercier toute la population de la confiance qui nous ont été témoignée, et surtout à la radio, donc depuis maintenant 3 ans. Oui. Et particulièrement ces derniers mois. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Zouk News paraissent dans les sondages alors qu'il y a 2-3 ans, tout le monde a dit Zouk News disparaît, il meurt, il ne pas attendre, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Qu'est-ce qui a boosté votre radio? Alors, évidemment, je n'ai pas bien compris les préliminaires de la question, puisque je n'avais jamais entendu cette info-là de cette façon-là. Ça, c'est de moi, ça. C'est du David. Oui, comme je ne l'avais pas entendu, j'aurais voulu avoir une explication plus particulière, précise. Mais bon, disons que nous avons tout d'abord essayé de positionner la radio dans un schéma extrêmement précis, qui était une radio généraliste, et que nous avons eu, d'une manière très précise aussi, la réponse de l'autorité de régulation qui nous a dit, écoutez, avec ce que vous nous demandez, si on vous donne tout ce que vous voulez là, pour pouvoir être diffusé dans les très bonnes conditions, vous ferez concurrence à la radio la plus écoutée du département. Oui. Donc ça, c'est le premier cas qu'il faut quand même citer, puisque c'est quand même ahurissant de voir que le jeu de la concurrence, là, n'a pas pu jouer dans la mesure où on nous a d'entrée dit, là, vous n'avez pas rentré là. Pas question de faire de l'info, c'est ça?
pas question qu'on vous donne tous les moyens, faites l'info si vous voulez, anéantissez-vous si vous voulez. Une seule Exactement, vous avez tout compris. Donc nous avons eu une presse qui a travaillé, comme vous le saviez, avec tous les honneurs, avec des journaux qui étaient très bien faits, couplés de ceux de France Info. Et en dépit de tous nos efforts et de toutes les dépenses que nous avons pu faire à ce moment-là, eh bien la radio n'arrivait pas à sortir un petit peu du lot. Et nous avons donc réorienté judicieusement et avec, je dirais aussi, la réalité du marché. Nous avons donc réorienté un petit peu le média en donnant plus de place à son concept musical. C'est-à-dire, nous avons créé les Diamants du Zouk. Quand on dit nous, je préfère préciser, j'ai créé les Diamants du Zouk. Et donc, toute la science et toute la maîtrise du projet tournait autour de cette marque qui est déposée. Alors, c'est quoi les Diamants du Zouk? Mais les Diamants du Zouk, c'est justement rendre vivant et permanent tout notre patrimoine musical issu de Kassav et de tout ce qui s'est tourné dans les années 80. Ce qu'on appelle le rétro vulgairement. Justement, vous avez vu, j'ai contrôlé pour ne jamais le dire ce mot-là. Je sais, mais donc, je vous embête là. Donc justement, dans notre langage, nous ne parlons pas de ces deux mots-là dont vous venez de citer, dont un. Ni rétro, ni gold. Ni gold, ni souvenir, si vous le voulez, pour pouvoir fermer la parenthèse. Parce que nous estimons que notre patrimoine est placé maintenant là-haut, avec les Diamants du Zouk, ce sont des étoiles et qui sont vivants. On ne dit pas que la Lune a été, on ne dit pas que le Soleil a été. Pourtant, il y a longtemps que ces astres-là nous accompagnent tous les jours. Et donc, il faut que le Zouk nous accompagne tous les jours de notre façon de nous comporter, de notre façon de nous de bouger et d'avoir l'humeur qu'il nous faut pour travailler toute la journée. Jessie. Alors, est-ce que vous avez remarqué un changement au niveau de l'audience depuis quelques années? Eh bien, vous savez, ça a toujours été très difficile parce que cette boîte de Pandore qui est la mesure de l'audience est toujours très difficile à matérialiser. Quand vous avez vos auditeurs qui vous appellent par centaines, par milliers quelquefois, qui vous disent, qui vous écoutent des fois toute la journée, il y en a qui dorment avec, et que de notre côté on vous dit que vous n'êtes pas écouté du tout, eh bien, je vous assure que si vous n'êtes pas très persévérant, vous courez. Vous courez, vous partez en vitesse parce qu'une radio ça coûte, il faut l'alimenter, il faut être toujours plus précis en corrigeant en permanence ce que vous pensez être bon à corriger, et quand on vous dit mais écoutez vous n'existez pas, il y a de quoi vous affoler et partir. Et donc pour répondre à la question précisément dont vous venez de dire, je pense que le temps est un médicament. C'est ma mère qui disait le temps c'est un remède. Et ce temps fait que l'expansion de la radio, naturellement, baignée dans son programme, dans son concept tel qu'il est fait pour nous, et je dirais pour toute la diaspora qui se multiplie dans le monde entier, fait que la radio aujourd'hui est en train de nous remonter comme un parfum dans le nez et dans la bouche. Et pour nous, c'est extrêmement bien parce que nos auditeurs se déplacent, ils viennent à la radio, ils viennent prendre part à la radio, et ils viennent chercher leurs cadeaux. Bref, il y a un ensemble, il y a une vie maintenant qui s'est installée dans le média. Alors, il faut dire que, pour être juste, que vous l'avez dit tout à l'heure, que Zouk News, à un moment, faisait de l'info aussi. L'info, elle en fait toujours, d'ailleurs. De l'info guadeloupéenne, caribéenne, etc. J'aime pas le terme local. Donc, je ne dis pas local, je dis info caribéenne, guadeloupéenne. Et à côté, il y avait, vous diffusez toujours des infos internationales de France Info. Est-ce que cet aspect, les infos de notre région, ne manque pas un petit peu à la sauce? Alors, comme vous le savez, puisque là aussi nous avons l'occasion de partager quelques micros, quelques interviews de temps en temps, quand l'actualité le nécessite sur des sujets importants, brûlants, vous savez que votre serviteur est dans la bataille. Donc, l'info, allez, je dirais, obligatoire de la presse locale qui doit trouver quelquefois rien pour se mettre sous la dent pour pouvoir faire un journal. Quand c'est comme ça, nous n'intervenons pas. Mais quand il y a quelque chose de précis à dire, à commenter,
et où on peut donner la parole à nos auditeurs et auditrices et au peuple, eh bien, nous sommes là. C'était le cas des élections régionales. Ouais. Nous avons mené campagne. C'est quelque chose. Vous avez, voilà, nous avons été très présents, extrêmement présents, avec un calendrier où tous les candidats sont passés chez nous pour expliquer leur programme, sauf quelques-uns, 2 ou 3. Alors grâce à ça, ça vous a permis, moi je vais revenir sur l'audience, du coup d'avoir une audience intergénérationnelle ou ça a toujours été le cas, vous êtes plutôt jeune Votre question est très intéressante et nous avons dans notre ciblage de programme, nous avons ciblé, d'après nous, évidemment, une cible qui se situe entre 25 et 50 ans. D'accord. Avec un cœur de cible qui devrait tourner autour de 45. Et nous nous sommes rendus compte que non seulement les jeunes de 50 ans, parce que pour moi ils sont toujours jeunes, exactement, ils sont là, mais aussi les 24 ans sont bien présents et se sont appropriés leur culture et leurs médias. Et donc ça c'est, vous avez employé le bon mot, intergénérationnel. Alors, du coup, est-ce qu'il y aura des programmes prévus dans ce sens en 2016 ? Alors, nous partons du principe en disant qu'il faut donner la culture à notre jeunesse, il faut lui donner des repères, il faut lui donner un cadre, il faut lui donner ce qu'il lui faut pour essayer qu'il ait un comportement cohérent parce que c'est ça un peu, quand on parle des diamants du Zouk, eh bien c'est nous-mêmes avec nos racines, c'est nous-mêmes avec toute l'histoire de nos ancêtres, de nos parents. Je ne parle pas de race, hein, je parle de nos ancêtres, puisque moi-même je suis multiracial. C'est toute une histoire qui vient avec des repères et qui nous positionne. Et ce que les musiciens et les artistes ont su faire dans les années 80, on ne peut pas dire que c'est rétro, on ne peut pas dire que c'est souvenir, on ne peut pas dire, on n'a pas le droit même de dire que c'est rétro ni souvenir. Il faut que ces valeurs-là nous accompagnent au quotidien. Oui. Alors, si on revient un peu sur... On est obligé quand même de parler du paysage audiovisuel guadeloupéen, mais particulièrement au niveau de la radio. On note quand même que entre les radios associatives, il y en a quand même pas mal, vous le savez très bien, vous avez été président de fédération, et les radios... Je le suis toujours. Toujours, et les radios dites commerciales, c'est-à-dire Zouk News, RCI, dans les musicales, je vais m'arrêter aux musicales. Quelle différence il y a entre votre programmation et celle, je ne sais pas moi, d'une radio comme concurrente, comme MFM par exemple? Est-ce que l'auditeur guadeloupéen ou martiniquais ou antillais, puisque vous êtes sur le net, n'a pas le sentiment d'écouter toujours la même musique sur toutes ces radios? En parlant du Zouk, je parle du Zouk bien sûr. Alors, vous touchez là le cœur du projet. Il tourne autour des diamants du Zouk. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons le devoir d'aller chercher le meilleur du Zouk. Le meilleur. Pour diffuser. Mais tout le monde fait pareil, non? Je pose la question. Je ne voudrais pas porter de jugement de valeur sur mes concurrents. Je dirais simplement, à Zouk News, nous avons l'art et la manière d'aller chercher les meilleurs titres pour eux et de les faire rester et d'apporter justement ce brin de soleil en permanence à nos auditeurs. Oui. C'est votre réponse. Oui, je ne voudrais pas polémiquer, mais je pense quelquefois il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que le modèle musique Zouk n'a pas été copié, multiplié à X fois en Guadeloupe jusqu'à saturation? C'est ça la question de fond. Mais ce sont les auditeurs qui font la différence. Oui. Et c'est eux qui disent, et nous les entendons bien, nous les écoutons bien, mais nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Oui. Il faut aussi que nous soyons organisés sur ce marché-là, et si vous avez un moment, on en parlera de l'organisation du marché publicitaire. Il ne faut pas que toutes les radios détenues par des autochtones fassent toutes la même chose. Mais c'est l'impression qui est donnée. Il faut, en tout cas, les auditeurs savent faire la différence. Oui. Puisque dans l'analyse des duplications, vous verrez, il y a très peu de duplications entre Zouk News et MFM. Oui. Il n'y en a pas, presque. Pourtant, il y en a 60% des auditeurs de Zouk News écoutent RCI. Oui. Donc ça veut dire que l'auditeur a choisi. Il sait ce qu'il voudrait écouter. Et ceux qui veulent écouter un de mes confrères, ben, ils y vont. Et nous trouvons ça très très bien. Nous ne pouvons pas tous être à cran sur les nouveautés. Oui. Par exemple,
D'accord. Vous comprenez? Oui. Question. Alors, moi, je me demandais est-ce qu'il y aura un peu plus de jeux peut-être organisés à la radio pour justement éviter cet effet de zapping qu'on a aujourd'hui avec l'audience? Mais vous avez bien compris que si vous avez uniquement des diamants du zouk à diffuser, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas d'entretien, des sentiments, je dirais d'amour et de fraternité avec vos auditeurs, ils vous lâchent. Donc forcément, sur les antennes de Zouk News, nous avons des jeux en permanence, de manière à rendre l'appareil à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui sont d'ailleurs extrêmement comblés par la qualité des jeux que nous leur offrons. Mais alors, si je comprends bien, si vous parlez du taux de duplication entre votre antenne et celle de RCI, vous êtes en train de dire que votre principal concurrent aujourd'hui, c'est RCI? Vous me posez une question. Ça l'aurait été si nous avions eu toutes les fréquences que nous avions demandées, forcément, oui. Puisque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a répondu en disant si nous vous donnons tout ça, vous serez concurrents. C'est clair, puisque nous avions une presse locale qui avait été créée sous l'égide d'ailleurs de feu Jean-Claude Lefort qui devait diriger et patronner cette partie-là. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'avoir une petite pensée pour lui, parce qu'il nous a quittés 15 jours avant l'ouverture de la radio. Et donc c'est Xavier, comme vous le saviez, qui a repris un petit peu le flambeau en essayant de faire de son mieux. Mais il est clair qu'à l'époque où nous avions ouvert, nous étions frontalement dans une concurrence directe avec RCI. Oui, oui, mais sauf, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que RCI, c'est une radio généraliste. Sur l'information, la musique a un rôle mineur, et vous, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'il faut vous dire, il faut vous mettre dans le comportement de l'auditeur. Oui. Celui qui a écouté, ce que je lui conseille d'ailleurs, oui. Celui qui veut être informé, ben, il peut se prendre soit 6 heures, soit 7 heures, soit 8 heures pour être dans l'information. Il ne faut pas oublier en plus un autre phénomène qui est le phénomène des avis d'obsèques, qui est un gros dossier qui va falloir qu'un jour qu'on mette les deux pieds dedans, parce que c'est anormal qu'il y ait 2 médias ou 3 médias. Quand vous dites mettre les deux pieds dedans, ça veut dire quoi? Il va falloir qu'on en parle. Oui. Parce que c'est anormal que seulement 2 médias touche cette manne des avis d'obsèques. Il y en a à peu près pour 3 millions de francs par média, par an. Oui. Et donc, toutes celles qui veulent venir faire les avis doivent le faire gratuitement. J'ai un confrère de Margalante qui a essayé. C'est dû à quoi, ça? C'est gratos. Vous savez, nous sommes dans un pays que vous connaissez bien, M. Zandronis, avec son historique, avec ses paravents, avec aussi ses contre-vérités. Et donc, ce marché des avis d'obsèques, tôt ou tard, il va falloir que... Alors, on va parler un peu de la pub. Est-ce que ce qui se passe, votre entrée dans le Médiamétrie, mais souvent, alors c'est la règle du jeu, on dit souvent, quand on entre dans le Médiamétrie, ça signifie qu'on a acheté un sondage. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas payé Médiamétrie, et je crois que c'est le cas peut-être de Canal 10 ou d'autres médias, tant qu'on n'a pas payé sondage, on n'y figure pas. Est-ce que c'est le fait d'être entré dans le cercle des 2%, 2,5% signifie qu'il faut acheter un sondage pour voir paraître, c'est ça? Alors, je vais répondre sur 2 volets. Le premier volet, je dois préciser que dans ce que vous dites, il y a une partie qui m'interpelle, puisque je suis membre aussi du comité Métridome depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et je ne peux pas laisser dire qu'on achète un sondage pour être dedans. Parce que logiquement... On ne peut pas dire ça, mais c'est la réalité. Je vous laisse libre de vos propos, je ne peux pas m'y associer. Normalement, vous voulez savoir ce que vaut votre média, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, même quand je n'avais pas de résultats. Je voulais savoir ce qui était écouté, ce qui n'était pas écouté chez moi. J'ai acheté le sondage. Oui. Donc, dès la naissance de Zouk News, j'ai acheté le sondage. Mais il serait bon qu'on revienne aussi sur l'histoire du Médiamétrie qui a complètement séparé le marché et qui fait qu'on est dans une nébuleuse aujourd'hui pour tous les médias autochtones. Mais je referme la parenthèse pour vous dire, donc, nous avions acheté le sondage déjà. Oui, parce que le Médiamétrie a été souvent contesté, vous le savez.
Sur méthode, sur le phoning, sur beaucoup de choses. Alors, je dépose ma casquette de membre du comité de Métridum. Oui, je dépose. Voilà, je la dépose pour pouvoir vous répondre, essayer d'apporter un élément de réponse. D'accord. Le fait que nous soyons en Guadeloupe, notamment, fait que nous avons peu d'instituts de sondage. Oui. Mais rien n'interdit nous l'avions fait il y a en 1994 d'ailleurs, nous avions fait déjà des sondages concurrents. Et à ce moment-là, nous avions effectivement d'autres lectures du marché. Il y a Calistat. Il y a Calistat aussi, mais il faudrait qu'il en fasse plus souvent. Il faut qu'il se positionne d'une manière très, très intelligente. Il l'a fait pour les élections régionales et bon, sur le plan des médias, on ne le sent pas très très bien. Mais rien n'empêche à une radio d'acheter un sondage chez Calistat et un chez Médiamétrie. Oui. Et ça serait d'ailleurs ce qui aurait été souhaitable. Parce que là, c'est deux visions complètement différentes, tant que les méthodologies devraient être sensiblement les mêmes. Oui, mais bon. Le sondage Médiamétrie, Bon, écoutez, nous avons des outils à notre disposition qui est ce sondage-là. Nous faisons avec. Et pour moi, le meilleur sondage, c'est la population. Oui. Parce que même quand le Médiamétrie me disait que je n'étais pas écouté, quand j'entendais mes auditeurs et auditrices qui me rappelaient, quand je regardais mon cahier de jeu qui était rempli de centaines d'appels par jour, ou des fois 30, 50 appels par jour, même par jeu. Par jeu, oui. Par jeu. Je me disais, par séquence de jeu, je me disais quelque part, le Médiamétrie s'est trompé. D'accord. Mais il faut constater qu'il y a quand même des méthodes, donc il y a une audience veille, il y a un ensemble... Si vous voulez, il y a un ensemble de paramètres que nous ne maîtrisons pas forcément tous pour pouvoir discuter pied à pied sur la méthodologie. Moi, je ne peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne. Et ce que je sais, c'est que... Je sais comment ça fonctionne. Je sais très bien comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons confiance énormément à nos auditeurs. C'est pour ça que je suis là. Oui. C'est pour leur dire que nous les remercions d'avoir... porter Zouk News, je dirais, au sommet de leur cœur. Alors, on va aborder la question du marché publicitaire, parce que qui dit médiamétrie, sondage, dit aussi part de marché et part de marché publicitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, votre radio, Zouk News, du fait qu'elle soit entrée dans le club étroit des sondages avec RCI, MFM, enfin, et d'autres, votre confrère Zouk FM, est-ce qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, vous pouvez dire que la pub va tomber, comme on dit? Pas forcément. C'est une entrée. C'est une entrée en matière. C'est un outil que nous avons aujourd'hui de plus, qui nous permettra de mieux commercialiser, certainement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les règles de marché... je vous rappelle qu'il y avait une radio en Martinique, et vous devez vous en rappeler, des années 94-96, qui s'appelait ICS, qui avait 0% de taux d'écoute et qui se faisait un marché publicitaire en environ de 100 000 francs, pas 100 000 francs, de 1 million de francs chaque mois. Oui. Hein, donc, tout dépend des réseaux que vous avez, tout dépend de la force de frappe que vous avez au niveau publicitaire, et tout dépend de la réponse que le marché entend à ce résultat que vous allez pouvoir leur transmettre. C'est pourtant ce que les annonceurs recherchent, de pouvoir toucher le plus d'audience. Oui, les annonceurs, vous savez, c'est encore très, très compliqué. Vous êtes dans un marché, justement, où les agents sont, une bonne partie sont en Martinique, d'ailleurs. Et souvent, c'est la Martinique qui décide pour notre marché. Et donc, il y a une réalité, si vous voulez, de fonctionnement qui, petit à petit, il faut entrer dedans. Donc, on rentre dedans, là, aujourd'hui, et nous allons essayer de composer. Là, il faut composer. De composer intelligemment, de façon à ce que la radio puisse arriver à retirer sa part de marché à juste titre là-dedans. Alors, il y a quelques radios franco-françaises qui sont ici. Je pense à Chéri FM, je ne mets même pas Nostalgie dans le lot, mais enfin, quelques radios comme ça, Fun, etc., qui se sont mutualisées pour la publicité. Est-ce que les radios guadeloupéennes, voire antillaises, sont en mesure aujourd'hui de se mutualiser pour pouvoir capter
non seulement plus d'audience, mais aussi un marché publicitaire plus important. Je vous dis ça parce que vous avez une radio coupée en deux, qu'on le veuille ou pas, c'est historique. Il y a MFM, il y a des autres radios antillaises qui toutes fonctionnent entre 2 et 4% d'audience, alors que mutualiser, ça serait un bloc plus compact. Alors, vous parlez un convaincu parce que vous savez très bien, dans les années 94, 93 même, j'avais monté une régie qui s'appelait Régie Média Puissance 5. Et donc, c'était la réponse que nous avions apportée à l'époque, à l'agression que nous avons ressentie des grandes enseignes qui arrivaient de l'époque. Parce que vous aviez Europe 2 à un moment. Aussi, nous avons, mais je vais revenir, si vous voulez, sur cette question-là. Et donc, je suis vraiment un partisan d'une offre globale. Et si Dieu me prête vie, je vais m'y atteler à nouveau pour voir comment on peut arriver à créer une offre globale et avec qui vous pouvez faire ça? On verra comment faire. Il faut savoir qu'une offre globale peut se faire avec plusieurs médias qui gardent leur identité. Et c'est l'intérêt d'ailleurs. Chacun garde son identité, sauf que dans la partie publicitaire, il y a un tronc commun pour pouvoir répondre avec un interlocuteur aux agences publicitaires et à tous ceux qui veulent communiquer. C'est possible ou pas en Guadeloupe, ça? Ça devrait être possible. Oui. Que des médias se mettent... Il faut que ça soit possible. De toute façon, vous savez, avec les nouvelles techniques qui arrivent là, notamment la RNT qui arrive, d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui ne voudront pas se regrouper, à mon avis, ne pourront pas rester d'ici 2 ans. Ici, peut-être? Non, bah c'est très bien. Est-ce qu'on peut annoncer du coup peut-être les prochaines sorties d'albums prévues sur la radio? Eh bien, écoutez, nous sommes en train de faire une promotion naturelle de cœur pour M. Amboulé, qui vient de sortir un excellent album. Loïc Amboulé. Loïc Amboulé, qui vient de sortir un excellent album. Nous l'avons fait également pour le groupe de carnaval, c'est pas Akio, c'est pas Nation Anegmaron. Nation Anegmaron qui a sorti un album et donc nous sommes dans la dynamique. Voilà. Je ne voudrais pas partir, si nous ne sommes pas encore là, sans dire que nous sommes partenaires de la Fédération du Carnaval, pour l'organisation de la caravane publicitaire du Carnaval pour le Mardi Gras. Et vous n'avez pas été sur le tour l'année dernière aussi? Le tour, non. Nous avons concentré nos efforts ailleurs et heureusement, ça nous a permis d'offrir un programme beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compact à nos auditeurs. On ne peut pas être partout. Alors, j'ai une question technique. Pratique. Vous parliez des diamants du Zouk. Alors, qu'est-ce qui marche bien en rotation aujourd'hui au niveau de l'écoute dans vos diamants? C'est un secret de... J'allais vous demander le secret de maison. Mais dites-vous bien que nous sommes à l'écoute de tout ce qu'il y a de mieux. Ce que nous recherchons par notre introspection d'abord, mais aussi par nos recherches sur tout ce que nous avons à disposition dans ces catalogues, nous cherchons tout ce qui peut rendre heureux. Alors, je souhaite plus précis. Je finis. Oui. Tout ce qui peut rendre heureux nos auditeurs et nos auditrices. Dans la mesure où, suivant les titres que vous allez choisir, vous envoyez du PEPS ou vous n'envoyez pas. D'accord. Et nous, il faut du PEPS en permanence. Alors, est-ce que Floro marche mieux que Saint-Éloi, par exemple, pour être concret? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Annick et Jean-Claude fonctionnent très très bien. Quand vous écoutez Oxygène l'amour, vous frissonnez. C'est ce qu'il faut donner aux gens. Ils ont besoin de ça tous les jours. Est-ce que les Aiglons marchent? Forcément. Perfecta fonctionne. D'accord. Gemma Moni fonctionne. Typical Combo fonctionne. Georges Conquête fonctionne. Tout le monde est là. Oui, Typical aussi. Et Guy Conquête est là. Canida est là. Je reviens vers vous aussi pour vous envoyer un peu aussi. Le gros cas est présent dans notre grille d'antenne. 12h57. Merci en tout cas à Philippe Vidal d'être venu nous dire tout le bien que vous pensez de Médiamétrie, ce qui n'est pas notre cas nécessairement. On vous remercie en tout cas, on vous a donné l'occasion d'exprimer votre point de vue sur cette radio, Zouk News. Bon, c'est une bonne petite radio qu'il faut écouter. Vous voyez, il faut enlever le mot petite. Vous voyez, vous venez de faire de votre radio, simplement. Les auditeurs en ont voulu autrement. Je vous décerne, voilà, c'était pour montrer votre pays, voilà.
c'est fait. Va être 12h58, c'est l'heure de la page pub. Et puis on se retrouve tout à l'heure avec M. Santenac et aussi surtout avec Jessie, 5e jour. Oui. Sans stress. Sans stress. Ça marche. Voilà, il est 12h03 dans ce ZCL de ce vendredi 15 janvier. Tout de suite, on va voir les titres de l'info et c'est Jessie Gouvernement qui est à la manette. Alors, intensifier la lutte contre l'insécurité, c'est une priorité pour l'État en 2016. Hier après-midi, la police, accompagnée de la DIL, a filtré les véhicules à la sortie de la N1 à Capesterre-Belle-Eau, une opération de prévention qui sera très présente cette année sur les routes en Guadeloupe. Même si le nombre de tués a diminué en 2015, le bilan reste trop élevé. Reportage tout de suite avec Vidian Maletti. La lutte contre les violences, la lutte contre l'insécurité, c'est la priorité de l'action de l'État en 2016. Et l'insécurité routière fait partie intégrante de cet engagement des forces de police, des forces de gendarmerie, sous l'autorité conjointe, vous venez de le voir, du préfet et des procureurs de la République. C'est la raison de notre présence aux côtés des forces de l'ordre ici, pour marquer cet engagement fort qui sera celui de l'État. On est ici pour marquer l'importance de la lutte contre les comportements délinquants au volant. Les comportements délinquants au volant, c'est les comportements qui sont générateurs d'accidents, qui sont générateurs de tués, de blessés. Et même si on a des chiffres d'accidentologie qui sont en baisse en 2015, ces chiffres quand même restent en valeur absolue toujours extrêmement élevés. Donc l'opération aujourd'hui se décompose en deux phases. Vous avez une phase qui est une phase prévention qui vise un certain nombre d'infractions, c'est les infractions qui sont les moins graves, et puis une phase répressive qui vise, elle, les comportements infractionnels qui sont les plus graves et qui sont les plus dangereux au volant. La lutte contre l'insécurité routière, ça a été une grande part de la mobilisation des forces de sécurité tout au long de l'année 2015. Nous avons objectivement engrangé des résultats positifs en matière de lutte contre l'insécurité routière, puisque nous avons vu un recul de la mortalité sur les routes, 59 morts en 2014, 41 morts en 2015. Je considère pour autant que ce sont 41 morts de trop. Le souhait de l'État, tout comme le souhait des Guadeloupéens, c'est de prendre sa voiture, son vélo, de circuler sur la route. Mais voilà, quand on prend sa voiture le matin, on doit arriver à bon port et vivant. C'est quand même, la plus belle des satisfactions, que l'on peut avoir en termes d'engagement des forces de l'ordre. Mais moi, puisque en toujours, moi, doit être. Du moins, qu'à essayer, il faut rester bien, doit être. Je ne l'ai pas joué à l'alcool là. Non, moi, depuis après les fêtes là, les fêtes de fin d'année. Vous m'avez monté là à terre? Ouais. Après, on mettait après en marche. Pour Pâques, après, marche un petit peu, mais pour l'instant, faut ça fait ça. Et on rappelle que le bilan est à 9 accidents et 1 mort en ce début d'année 2016. Depuis lundi, d'importants travaux ont démarré dans le secteur de la Jaille à Bémao, des travaux qui conduisent à la fermeture en soirée de l'échangeur de la Jaille du lundi au vendredi jusqu'au 29 janvier. Reportage tout de suite avec Yanis Pequigno. Alors pourquoi c'est fermé? Déjà c'est fermé une partie du temps puisque ce sont des travaux qui se déroulent de nuit. Donc c'est prévu sur 3 semaines maximum. Ça a commencé ce lundi. Donc tous les soirs du lundi au vendredi on ferme aux alentours de 21 h pour réouvrir absolument à 5 h du matin. Donc ça nous permet de reprendre la totalité des enrobés de surface et aussi les éléments de délimitation des espaces routiers, c'est-à-dire toutes les bordures. Vous avez dû remarquer que ces derniers temps, on avait perdu quelques éléments de bordure au niveau de l'anneau du giratoire qui se trouve au niveau de la Jaille. Donc ça consiste à réparer ces bordures, ces éléments-là. Ensuite, à raboter
les enrobés de surface qui sont abîmés et bien sûr à poser un enrobé neuf donc sur l'anneau du giratoire et toutes les bretelles qui vont y amener, c'est-à-dire la partie de RN11, la route de l'Alliance qui vient dessus, la partie de route départementale 32, la voie verte qui vient dessus, et les deux bretelles qui sont sur le quartier de la Jaille et face à l'école. Donc ce sont des travaux très importants qui représentent un montant de l'ordre de 500 000 euros. Et dans ces 500 000 euros sont compris la plus-value pour la réalisation de nuit, puisqu'il faut mobiliser les équipes, les matériels et les moyens nécessaires à ce chantier. Ça représente quand même une centaine de milliers d'euros sur les 500 000 annoncés. Voilà, il est 13h09 dans le ZCL de ce vendredi. Il s'appelle René Santenac. Il est docteur en sciences de gestion, cadre de banque, maître de conférences et chercheur au Crédit à l'Université des Antilles. Il vient de sortir un ouvrage juste avant les élections qui s'appelle Le complexe équation antillaise. Alors, le titre peut paraître un petit peu particulier, un peu bizarre, mais l'ouvrage vaut le déplacement en ce sens que M. Santenac passe au crible la situation économique de notre pays, particulièrement de la Guadeloupe, avec quelques petites, on peut dire, ouvertures vers d'autres îles de cette Caraïbe. Et en fait, dans cette analyse assez critique de la situation économique, on sent quand même percer un point de vue politique. Bonjour, M. Santenac. Bonjour. Merci d'être venu dans le ZCL. La vision que vous donnez de la situation, par exemple, je prends le titre 1 de votre ouvrage, de la liberté arrachée à l'émancipation inachevée. L'émancipation inachevée. Point de suspension ou point d'interrogation? Point de suspension et probablement point d'interrogation aussi si effectivement donc on veut se poser la question parce que en fait j'ai voulu déjà dans cette première partie de l'ouvrage retracer un peu donc notre histoire, c'est-à-dire voir véritablement par où nous sommes partis, d'où nous sommes partis et aujourd'hui véritablement en fait donc où ça que nous sommes arrivés et je me suis aperçu que au-delà de la liberté qu'il y a donc un concept important, c'est un concept d'émancipation qui malheureusement nous fait défaut et nous fait défaut en particulier d'un point de vue purement personnel, mais aussi enfin individuel, mais aussi d'un point de vue économique. Et c'est pour cela que c'est à mon sens, une émancipation, et même sur le plan économique, modèle économique insuffisant qui a ses atouts, mais qui a aussi un certain nombre de faiblesses. Et c'est pour cela que j'ai voulu les mettre en œuvre. Mais on ne peut pas parler d'économie, et singulièrement de la Guadeloupe, si on ne parle pas, bien sûr, de la situation sociale et politique. Et politique, c'est... Alors, il y a quelque chose que j'ai noté tout au début dans l'intro, analyse critique, bien sûr, mais l'horizon 2020-2030. Bon, horizon économique et politique. Or, vous savez que peut-être dans les jours ou mois qui viennent, la situation politique de la Guadeloupe, celle de la Martinique et la Guyane a évolué déjà en collectivité. Le gouvernement français est sur le point de peut-être basculer nos pays en changement de statut, soit communauté, soit PTOM. Du point de vue économique, quelle incidence ça peut avoir? Alors, c'est une question donc intéressante et importante. Du point de vue économique, déjà aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des dispositifs, la région dispose de leviers relativement donc importants. Surtout avec la nouvelle loi. Avec la nouvelle loi Notré, pour pouvoir développer son économie. Avec les évolutions futures, et probablement peut-être que le législateur va peut-être mettre fin dans les années qui viennent au département, bien que le débat donc a été souvent, comment dirais-je, posé à l'Assemblée nationale, et finalement le président de la République a souvent repoussé donc cette orientation. Mais on voit bien qu'on aura probablement, à côté d'une
des EPCI, c'est-à-dire donc les intercommunalités. On aura donc, on a déjà une grosse région et probablement donc un institut départemental ou le conseil départemental qui sera effectivement réduit à sa portion congrue, qui l'est déjà, qui va pratiquement donc disparaître au profit du développement, axé sur le développement en particulier du conseil régional. Le but du législateur en particulier, c'est surtout de créer en quelque part des grandes zones économiques, des grandes zones donc d'attractivité économique et singulièrement, par exemple, faire peut-être de la Guadeloupe ou peut-être donc un grand pôle, donc une grande métropole, peut-être avec l'ensemble des autres collectivités de Martinique et de Guyane. Vous pensez que c'est réaliste et c'est possible? C'est pas irréaliste. C'est ce qu'ils appelaient avant la grande région. C'est ce qu'ils appelaient avant la grande région. D'ailleurs, si on regarde la logique qui a été développée par la fusion des régions, eh bien, si la Martinique et la Guyane n'avaient pas donc voté et pris cette orientation, peut-être que nous aurions eu, avec toutes les difficultés du monde, peut-être donc nous aurions eu une région anti-Guyane. En fait, quoi qu'il en soit, le législateur met les politiques et le citoyen guadeloupéen et le citoyen lambda face à ses responsabilités. On parle aujourd'hui beaucoup plus on sort du concept d'identité pure pour entrer dans un concept d'identité territoriale. Et l'identité territoriale est liée au modèle de développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la région qui va fixer ses propres orientations en matière de zone d'éducation, en matière donc d'orientation notamment donc sur la santé. On voit bien qu'on a demain un conseil régional avec un président de région qui aura donc les pleins pouvoirs pour pouvoir donc agir sur l'orientation économique de la Guadeloupe. C'est presque un petit président de la République. Pratiquement. Oui. Alors, j'ai noté dans votre ouvrage, alors je ne sais pas si vous le faites exprès, que tout au long du bouquin, vous parlez beaucoup de la crise de 2009, jamais du LKP. Jamais du LKP parce que je n'ai pas voulu, si vous voulez, mettre en avant une organisation ou des organisations syndicales. Mais la crise est liée quand même à LKP, qu'on le veuille ou pas. Non, pas forcément. Enfin, je veux dire quoi, je dis la crise, c'est-à-dire le mouvement social, on va dire. Le mouvement social, oui. Voilà. Le mouvement social a été, comment dirais-je, mis en avant et porté par plusieurs organisations syndicales qui se sont regroupées donc, autour du LKP. Mais j'ai surtout voulu parler donc, du lecteur et des difficultés des Guadeloupéens et des raisons pour lesquelles on est rentré donc véritablement dans cette crise. C'est-à-dire qu'on sort, on est dans une crise économique et financière du point de vue mondial, oui. Et on plonge après dans nos propres réalités. Et en regardant nos propres réalités, effectivement, on tombe sur cette crise sociale qui, à bien des égards, donc, pose et a posé des problématiques qui aujourd'hui, à mon sens, ne sont pas résolues. Non, rien. Qui ne sont pas résolues. Voilà, la question de l'eau n'est même pas résolue. La question de l'eau n'est pas résolue. Et la question donc, du pouvoir d'achat non plus n'est pas résolue, en dépit d'ailleurs de la loi sur la lutte contre le pouvoir d'achat. L'activisme de M. Lurel. Question de Jessie. Alors du coup, notre situation politiquement et culturellement ambiguë n'a pas effectivement évolué. Est-ce qu'on doit s'attendre à une deuxième mobilisation sociale? Enfin, quelles seraient les solutions justement pour changer ça? Alors, on a vu au cours après donc, la crise de 2009 comment le PIB de la Guadeloupe avait chuté. Je ne pense pas que le Guadeloupéen aujourd'hui est prêt à se mobiliser comme en 2009. Je ne pense pas, d'après ce que je vois. Et d'après les difficultés qui sont ressorties, on voit aussi qu'il y a eu quand même une forte dégradation sociale. Ce que je dis donc dans le livre en quelque sorte, c'est que le mouvement, ce mouvement donc de crise de 2009 a montré en quelque part que notre économie a su résister et que le Guadeloupéen lui-même a su en fait donc en quelque part développer une économie de résilience, c'est-à-dire une économie de résistance a su se prendre en main
parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre orientation et qu'il n'y a pas de Dieu demain matin qui viendrait nous donner la solution miracle. Et ce que je fais faire comprendre aux lecteurs, bien sûr, c'est que la solution, elle vient de nous et elle vient justement de cette prise de responsabilité et de ce modèle qui est à la fois singulier, qui est un modèle de résilience, qui est un modèle donc de résistance, mais qui est aussi un modèle donc économique et qui manquait, à mon sens, ces lettres de noblesse. On parle du modèle rénan, on parle du modèle néolibéral américain, mais jamais, et à chaque fois qu'on parle de nous, on parle du modèle insulaire. Je me suis dit, mais non, mais on ne peut pas rester véritablement dans ce dénigrement. Il faut qu'on sorte de ce dénigrement et il faut qu'on arrive à développer quelque chose de nouveau. Et en regardant l'économie guadeloupéenne, je me suis aperçu que malgré cette crise de 2009, qui nous a quand même fait plonger, eh bien on a quand même su résister et développer un modèle économique pas forcément performant, mais pertinent. Alors justement, est-ce que c'est un modèle qui peut pérenniser dans le temps? Non, pas forcément. Non, c'est-à-dire que c'est un modèle qui manque d'infrastructures, c'est un modèle qui mérite... il est ex nihilo. Oui, il est ex nihilo et il mérite d'infrastructures. Alors, on parlait tout à l'heure du MACT. C'est l'une des critiques. On va y arriver. C'est l'une des critiques. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on développe des choses dans ce pays. On développe des choses dans ce pays, mais qu'à côté de tout ce développement, eh bien malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour faire vivre ces choses-là. Je prends le cas du WTC. Je prends le cas, et voilà, je me dis, mais voilà quelque chose de bien. Et en même temps, voilà, il manque ce développement global. Vous avez dit global. Global. C'est à la fois le global et le local. Alors, je veux revenir avec vous sur une évidence de notre réalité aujourd'hui, les communautés d'agglo. Alors, par exemple, Cap Excellence, c'est la grosse communauté, c'est pratiquement le deuxième centre de pouvoir de la Guadeloupe. Il y en a une à Marie-Galante qui est la plus ancienne, etc. Dans votre vision économique, quel peut être peut-être le rôle de ces communautés d'agglo dans une perspective de développement économique? Est-ce que vous avez le sentiment que Cap Excellence, le Nord-Basse-Terre, le CAS, CSBT, etc., peuvent entraîner des moteurs pour le développement économique? Mais c'est ce qu'a voulu précisément le législateur, c'est-à-dire créer une grande métropole. Créer une grande métropole pour que cette métropole puisse tirer vers le haut des zones économiques plus faibles. C'est-à-dire des zones économiques comme le Nord Grande Terre, par exemple, ou comme le Nord Basse Terre. Mais l'idée, c'est pas forcément qu'il y ait une trop forte concentration de ces grandes métropoles. Mais on voit bien que dans le modèle français, il y a effectivement eu ces grandes métropoles et qu'à côté, il y a donc désormais la grande métropole du Nord, il y a la grande métropole du Sud et le Grand Paris. Il y a le Grand Paris, voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse rentrer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire une dynamique bien sûr qui nous ressemble nous, qui ne ressemble pas forcément donc à ce qui se fait ailleurs. Mais il faut un véritable rééquilibrage du territoire, donc autour précisément de ces EPCI. Et elles ont un rôle, en particulier, un rôle extrêmement important à jouer. C'est-à-dire qu'il y a ce que les économistes appellent, c'est ce développement de priorité et c'est ce développement d'échange, c'est-à-dire qu'une zone économique qui développe une activité, une autre zone peut développer une autre activité pour l'attractivité du territoire. Alors, on va revenir à la question du MACT, mais je l'aborde par un autre biais, puisque en page 23, vous parlez de mythe de la réparation. Vous savez que c'est une question, si Luc René était là, il rebondit de son siège, puisqu'il est un des apôtres de la question de la réparation ici, avec le MIR, avec le CIPN, etc., etc. Est-ce qu'il y a un mythe de la réparation aujourd'hui au regard de ce qui s'est passé? On a vu M. Hollande venu au MAC, justement, il a un petit peu abordé la question de la réparation. Sur Haïti, il a promis un certain nombre de choses qu'il n'a pas abondé. Alors, comment vous voyez ça, personnellement? J'ai voulu poser la question au lecteur et finalement, j'ai voulu également y répondre. Et pourquoi je l'ai appelé mythe? Parce qu'à mon sens, la question est extrêmement pertinente, mais elle est probablement mal posée. Et probablement que la démarche également
pose véritablement un problème. Quand on voit la réponse du président Hollande le jour du 10 décembre de l'inauguration, tout le monde s'attendait à une réparation financière. Oui. Et puis finalement, donc, il nous annonce une réparation d'aide. Et en recherchant, en analysant véritablement cette problématique de réparation, on s'aperçoit qu'elle n'est pas inscrite dans les textes de loi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte de loi qui oblige un État. Sauf à la fin de l'esclavage, vous savez qu'il y a eu un texte voté par l'Assemblée coloniale de l'époque voulant réparer le dommage qui avait été fait aux esclavagistes, c'est-à-dire du fait que l'esclavage avait été aboli, il y a une loi qui disait qu'on allait leur donner l'équivalent en argent. Oui, à titre individuel. Et c'est là où se pose le problème. C'est-à-dire que vous, personnellement, vous pouvez poser le problème à l'État. Vous pouvez porter plainte pour demander une réparation. Oui. Et une réparation individuelle. Oui. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas, pour le moment, de texte qui prévoit une réparation collective. La loi Taubira avait abordé la question. Oui, mais... Oui. Oui, il n'y a pas de suite. On l'a désossé cette loi. On l'a désossé cette loi. Alors, juste deux mots avant de vous quitter. Alors, on va aborder chez nous le choc de la mondialisation, mais j'ai vu quand même dans l'ouvrage un petit tableau comparatif. Je ne sais pas si ça va faire bondir les gens. Vous comparez la Guadeloupe, la Dominique, Saint-Domingue, la République dominicaine et nous, en disant que finalement nous étions encore les mieux lotis, avec Porto Rico d'ailleurs qui est très endetté, nous étions les mieux lotis de la Caraïbe. Non, j'ai dit que ce que je veux dire, c'est que si on prend ces critères-là, qui sont des critères de l'IDH, ce sont donc des critères qui nous sont pertinents. Et quand on regarde le modèle économique de développement de ces pays-là, ce sont des pays qui sont, en particulier Porto Rico, c'est un pays qui est quand même plus développé que la Guadeloupe. Qui est très endetté. C'est la Grèce de la Caraïbe. Mais, exactement, aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les indicateurs qu'on peut prendre peuvent justement, donc à la fois servir d'habillage à l'économie, mais qui ne sont pas réellement de vrais indicateurs pertinents. Et ce que j'ai voulu donc dire, c'est qu'au-delà, bien sûr, de la santé, de certain nombre de points de développement qui sont positifs, qu'il existe quand même donc des points qui me semblent pas suffisamment pertinent et qui mériterait qu'on mériterait donc de s'y attarder parce que le modèle économique donc en lui-même il est insuffisant. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je conseille fortement à nos téléspectateurs cet ouvrage dont le titre, je le dis, un petit peu complexe, le complexe équation antillaise. C'est une bonne analyse et en tout cas une bonne introduction à la compréhension des problèmes économiques de la Guadeloupe d'aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec M. Santenac sur l'ensemble, mais peut-être on va attendre la même analyse mais du point de vue politique. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci d'être venu et on continue rapidement. J'ai ici peut-être un troisième titre avant à la page publicitaire. Exactement. Alors, en novembre dernier, une vidéo a fait le buzz en Guadeloupe. À côté de baigneurs, des ossements humains se dévoilent sur la plage de Raisin-Clair à Saint-François. C'est un cimetière d'esclaves. Touché par le manque de considération pour ce lieu historique, l'association contre le silence et l'oubli voit le jour. Préserver et mettre en valeur les lieux de mémoire en Guadeloupe sont leurs principal objectif. Ils ont tenu ce matin une conférence de presse au centre Rémy Nasuta à Pointe-à-Pitre. Alex Lafleur était sur place. Association contre le silence et l'oubli qui crée depuis après mobilisation que nous faisons à Saint-François, devant l'état à plage là, que tout le monde voit les images, dans l'état vraiment quasi déplorable. Donc nous décidons de réagir et à la suite de ça, nous montons l'association là, ça qui c'est contre le silence et l'oubli. C'est-à-dire que nous avons envie que les Guadeloupéens prennent les affaires en main pour régler un certain nombre de problèmes qui tiennent et qui ont traîné depuis trop longtemps. Comme par exemple respect à sépulture à tous les ancêtres en nous savons qu'ici plage en Guadeloupe ou alors patrimoine même historique à Guadeloupe. Donc c'est surtout ça but là que nous fixons nous pour mettre à jour en dit tout site, tout lieu
tout moment aussi de mémoire en nous. C'est contre tout combat, hein. C'est contre tout combat. Vous savez, à un pays un pays colonisé qui peut sortir d'un problème, il faut savoir qu'il y a encore d'autres combats à mener. Et quand on est capable parler et puis on a manqué en salle là, c'est toujours la même chose. C'est toujours même but là qui a remonté, c'est l'histoire à nous qui a vu exactement plein à nous. Alors c'est nous exactement qui nous aborder tous ces problèmes là. Alors il est 13h28, on va passer une petite page de pub. Oui, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Voilà. Chercher, hein. C'est toi, non? Danick, c'est toi. Voilà, eh bien, on redémarre donc le ZCL avec un temps de démarrage parce qu'on va recevoir M. Pierre Porlon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le 5e vice-président du CNGT, justement, on va dire, de cette communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre. On n'en parle pas assez souvent. Et vous êtes venu nous voir parce qu'il y a un petit problème, on va dire, administratif qui se pose aujourd'hui avec le transfert des compétences des communes Abim, Bimao vers Cap Excellence en ce qui concerne le CIVAD, et ça cause un problème pratiquement juridique aujourd'hui. Oui, en fait, bonjour. En fait, je suis venu parce que depuis le 29 décembre, la présidente de la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre a interpellé M. Rinson, qui n'est plus membre du CIVAD, parce que la ville de Zabim est sortie du CIVAD. Oui. Mais il faut dire que M. Rinson représentait la ville des Abîmes. Voilà, représentait la ville des Abîmes. Et il faisait toujours fonction de président et il avait convoqué un conseil syndical. Donc la présidente de la CNGT a demandé à M. Rinson de ne plus convoquer et envoyer un courrier au préfet pour lui demander de faire arrêter cette irrégularité. C'est un vide juridique ou bien... C'est pas un vide juridique parce qu'il n'y a pas de vide juridique dans la mesure où le CIVAD continue à exister. Oui. Avant, il y avait... Mais sans monsieur... Oui, sans monsieur, parce que en fait, il y a 13 membres. Oui. Il y a 13 membres, en fait, 26 personnes représentant 13 collectivités et établissements publics. C'est ça, là, au départ, avant le 7 décembre. Et à partir du 7 décembre, il y a trois communes qui ont quitté le CIVAD. Qui ont quitté le CIVAD. Donc ces 3 communes partent avec leurs 6 membres, 3 fois 2. Et lorsqu'elles partent, elles partent avec leurs membres, parce que c'est des membres qui représentent les communes. C'est logique. Tout à fait. Bon. Mais là, apparemment, M. Rinson s'accroche, il ne veut pas faire le deuil du CIVAD, il s'accroche. Et donc, on lui a dit, il ne peut pas rester. Donc, le 29 décembre, on lui a dit ça. Le 7 janvier, à nouveau, la présidente de la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre a interpellé là le préfet et le préfet surtout pour dire au préfet, comme M. Rinson est toujours là, et semble-t-il, apparemment, c'est sous couvert de la communauté de Cap Excellence avec M. Gatou qui essaierait par magie de trouver une solution pour qu'il reste et pour qu'on le remette. C'est-à-dire qu'en fait, par magie dans le sens où il n'est plus membre. Oui. Mais on lui dit de rester là. Oui. Il ne peut pas rester à une place. Alors, est-ce qu'il y a déjà un nouveau président qui a été... Non, justement, il y a nécessité absolue aujourd'hui que les 5 établissements publics et collectivités territoriales qui sont membres du CIVAD aujourd'hui, à savoir la CNGT, la CCMG de Marie-Galante, la CNBT, le conseil départemental et le conseil régional se réunissent. Les membres de ces collectivités-là se réunissent et élisent un nouveau bureau. D'autant plus qu'il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, officiellement, il ne reste que ces 5 collectivités et établissements publics. Parce qu'avant, il y avait aussi la Riviera du Levant. Tout à fait. À partir du 1er janvier, la Riviera du Levant a pris la compétence traitement. Donc, Saint-François, Désirade, Gosier, Sainte-Anne ne sont plus membres du CIVAD. Donc, il n'y a pas de vide juridique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation qu'en fait, on a du mal à faire le deuil. Et c'est pour ça que je dis que je suis venu ici pour dire qu'il est temps que les élus, surtout le président de la région, la présidente du conseil départemental, la présidente de la CNGT a déjà réagi, la présidente de la CCMG, car il y a péril en la demeure dans la mesure, avant le 31 janvier, le CIVAD doit signer
un contrat avec Vinci, et il ne faut pas que ce soit entre guillemets, comme on dit en Guadeloupe, il ne faut pas que ce soit un zombie qui signe, il faudrait que ce soit quelqu'un réellement autorisé à, et qui est officiellement. Et comme j'aime à dire, vous ne pouvez pas être président d'une structure si vous n'êtes pas membre de cette propre structure. Et comme, pour terminer, comme j'ai entendu M. Jalton dire l'autre jour qu'il faudra remettre M. Rinson à sa place, j'ai envie de lui dire, si vous êtes licencié au club Arsenal, de foot d'Arsenal, vous ne pouvez pas être le capitaine de l'équipe de Sirocco. C'est clair. Vous êtes d'accord avec moi, M. Zandonis? Donc, si je comprends bien, si on fait une extension avec le syndicat au Guadeloupe qui est en train de se mettre en place, demain, si le président Bernier, qui est président du SIAG, est, entre guillemets, éliminé parce qu'il y aura un transfert de compétences entre Cap Excellence et le SIAG et la création d'un syndicat d'eau, ça veut dire pareil que M. Bernier ne pourrait plus demeurer à... Mais c'est très simple. M. Rinson a remplacé M. Géniès. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Géniès était désigné par la ville des Abîmes. La ville des Abîmes, M. Jalton est arrivé, n'a pas désigné M. Géniès. M. Géniès, à partir de ce jour-là, il n'était plus membre, donc il n'était plus président, alors qu'il était président depuis 30 et quelques années. Donc il faudrait que M. Rinson comprenne qu'il faut qu'il fasse le deuil du CIVAD. Il n'est plus membre, il faut qu'il laisse la place. Sinon, on est dans une situation, j'ai envie de dire, ici, voilà, c'est pas parce que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on plante de la banane en Guadeloupe que c'est pas on n'est pas dans une république bananière. En tout cas, M. Forlon, merci de cette information que vous nous avez portée pratiquement en direct et qu'on a pris note. Voilà. Donc on va suivre cette affaire et dans les jours qui viennent, nous aurons l'occasion probablement d'interroger qui de droit pour savoir un peu ce qui va se passer, mais visiblement il va y avoir un jeu de chaises musicales. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas. Il est déjà à 13h39 et Jessie, on continue. Et pour le lancement du projet Agir pour ma ville, mon quartier, donc le lancement c'était ce matin au collège Front de Mer de Pointe-à-Pitre. Jusqu'au mois de juin, les 102 élèves de SECPA assisteront à des ateliers de musique urbaine parrainés par le chanteur de reggae dancehall Chris. Ce projet interdisciplinaire permettra aux collégiens de réfléchir sur les problématiques de leur environnement, notamment sur les violences de tout genre. Un projet initié donc par la SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, et financé par la fondation Semsamar. Nicolas Le Sieur était sur place. C'est qu'au collège au Front de Mer, nous avons initié un projet qui s'appelle Agir pour ma ville, mon quartier, parrainé par l'artiste Christ. Et l'objectif de ce projet est de permettre aux élèves de la SECPA, qui sont des élèves en difficulté scolaire, de se valoriser, de retrouver leur estime de soi, à travers un projet qui va leur permettre de réfléchir sur les problématiques du quartier dans lequel ils évoluent et qui bien souvent se retrouvent au sein du collège. Et c'est un moyen pour nous aussi d'inciter les élèves à agir, mais par un biais autre que juste l'enseignement classique. Donc pour ça, nous avons un intervenant en musique qui assurera des cours pendant la semaine. C'est un intervenant qui a l'avantage d'être issu aussi du quartier et du collège de Front de Mer. Et nous avons contacté donc l'artiste Chris qui lui aussi a été scolarisé à Front de Mer et habite dans le quartier, qui a répondu présent tout de suite. Donc moi j'ai répondu présent au projet, dans la mesure où déjà je suis issu du collège Front de Mer. Donc c'est important de ramener nos jeunes à des bases fondamentales qui le vivre ensemble. Et donc, à travers le projet, ce projet musical, c'est l'occasion aussi de leur donner la parole, puisque c'est clair qu'ils ont des choses à dire, ils vivent dans un ensemble, souvent à l'Oricisque par exemple, donc il y a des choses à dire, il y a des choses à peut-être dénoncer, mais en tout cas, la parole leur est donnée. Do you like Front de Mer? Of course, I like Front de Mer. I love Front de Mer. This is the school I went to, and I'm very proud of it. So I love this school. That's why I'm coming back, and I'm doing this project with the pupils. Voilà. Donc non seulement c'est un projet pédagogique donc qui s'inscrit dans l'action de ce que je fais au sein de l'association Destination Réussite, mais en plus ça a une saveur toute particulière puisqu'effectivement c'est mon ancien collège, c'est le collège de Front de Mer à l'Oricisque. Je suis très content
d'avoir été sollicité pour ce projet parce que c'est un projet qui est autour de la vie citoyenne, autour de la musique urbaine. Et ce sont des ateliers d'écriture, la construction d'instruments et pour moi c'est un honneur et un plaisir d'être là. Ouais. Moi j'aurais aimé surtout qu'il y ait de l'enthousiasme autour du projet. Je leur ai dit vraiment de se l'approprier parce que c'est une chance, il y a eu des financements pour que les courses aient lieu, pour que le projet ait lieu. Et effectivement, il y a eu un bon accueil. J'ai l'impression d'être un peu à la maison, d'être un peu en famille ici et ça se passe très bien, ça démarre très bien en tout cas. Et les élèves auront peut-être la chance de se produire lors de la fête de la musique au mois de juin 2016. Danick. Oui, on continue d'abord, avant de recevoir M. Camus de la pièce au vivant. Alors, je rappelle que Voukoum nous a envoyé un texto nous disant que qu'on l'a souffouillé en 1976, est-ce nous paraît après 40 années 117, c'est-à-dire demain, toute répression qui fait à ces populations-là, économique et sociale, c'était soit Badibou Bastet, Baïf Bastet. C'est donc un grand défilé du groupe carnavalesque Voukoum dans la région de Bastet. Puisqu'on est à Bastet, on va parler de l'archipel et on reçoit M. Paul Camus. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'une pièce que je ne connais pas, que je n'ai pas vue. Alors, on va vous laisser présenter parce que c'est la règle, essayer de comprendre un petit peu cette pièce avec laquelle vous jouez avec M. Gilbert Lomont, qui n'est pas là, malheureusement. Oui. Mais enfin, on va quand même y pallier. Alors, qu'est-ce que c'est cette pièce ? Écoutez, donc c'est une adaptation d'un récit d'Albert Cohen, qui s'appelle Ô vous frères humains, voilà, et qui raconte, c'est le vieil homme qui se souvient d'un souvenir d'enfance, où il a, pour la première fois, vécu la haine, voilà, et avant de mourir, il veut nous en parler. Et il nous raconte ça et surtout ce qu'il en pense et il finit comme un peu presque comme chez La Fontaine avec une sorte de morale où il nous demande de ne pas haïr plutôt que de même plutôt. Un hymne à l'amour alors, c'est un hymne à l'amour. Oui, mais il parle même d'un illusoire amour du prochain. Alors ça c'est étonnant, il demande, c'est comme s'il voulait essayer de nous donner la barre un peu moins haute et qu'il nous disait mais contentez-vous de ne pas haïr. Si vous ne pouvez pas aimer, ne haïssez pas. Voilà. Oui. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de plaisir et de joie à jouer et à dire. Et on est 3 comédiens. Alors, son œuvre est sortie quand même en 1972. Rien n'a changé en France. Non, les choses se répètent. Ouais. Nous disons, c'est pas les mêmes hommes. Toute la semaine, j'ai rencontré des lycéens et où je leur ai beaucoup dit que le monde de demain, c'était eux qui allaient le faire et qu'il était perfectible, que nous, on n'était pas tout à fait fiers encore de l'état dans lequel on leur confiait, mais que ça allait être leur monde et que suivant ce qu'ils allaient penser et faire, ils allaient changer ce monde, où c'était leur monde qui allait être dans leurs mains. Voilà. C'est ça, parce qu'avec tous les mouvements qui ont eu lieu, du coup, alors le mariage pour tous, donc contre les homosexuels, et puis là, les attentats, c'est important, du coup, de vraiment bien sensibiliser les jeunes, quoi. Oui, parce que on justifie, on donne des justifications au meurtre, quel qu'il soit. Comment on justifie le meurtre ? De façon absolue. Au moment où on peut le justifier par une autodéfense, des choses. Enfin, il y a des degrés. Mais il y a des moments où on le justifie de façon absolue. Et là, je crois qu'on se trompe et c'est très dangereux. C'est-à-dire que le moment où on justifie le meurtre qu'on vient de faire, c'est dangereux. Donc vous parlez de ça dans la pièce et comment on peut justifier du coup un acte de cruauté ? Vous en parlez ? Non, disons que ça c'est un thème, c'est plutôt les conséquences, c'est peut-être les réflexions qu'un spectateur, il va partir peut-être avec des réflexions, lui il réfléchit avec le monde dans lequel il vit. C'est un texte finalement qui raconte l'histoire d'un enfant avant-guerre, donc finalement qui à 10 ans voit un camelot
qui d'un seul coup lui dit ben, toi tu es un sale juif et puis t'as rien à faire ici et retourne chez toi. Et un enfant de 10 ans ne comprend absolument pas ce qui se passe. Mais non, vous savez qu'il y a une montée dans l'antisémitisme en ce moment en France, enfin plusieurs indicateurs le montrent. Alors cette pièce aujourd'hui elle tombe à propos? Oui, mais c'est pas que... on essaie alors, dans la mise en scène, dans le travail qu'on a fait, on essaie de dépasser l'antisémitisme au sens, le racisme, où, je disais ça tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quand un homosexuel est torturé, voilà, c'est le même problème. C'est le rapport à l'autre et comment on l'inclut dans notre monde ou est-ce qu'on l'exclut. Et qu'est-ce qu'on exclut? Pourtant, on exclut un fait. Il y a une existence et on devrait notre monde doit inclure. Alors, c'est peut-être difficile, mais c'est ça l'enjeu. Alors, on a vu un extrait tout à l'heure de la pièce dans un document. C'est une mise en scène un petit peu minimaliste, on va dire. Oui. Comme le texte l'est. Très dépouillé. Oui. On part d'une chambre hein, avec un homme seul sur une chaise et assez vite on est 3 protagonistes, les mêmes, c'est la même parole et cet espace va s'ouvrir un peu comme si on se retrouvait petit à petit dans le monde justement, dans la rue, dans le monde et c'est vraiment ça. Et l'espace se referme à la fin, presque comme si un livre se refermait ou comme si on enlevait les personnes et puis on n'avait plus qu'à réfléchir à ce qu'on a entendu. Alors vous jouez avec Gilbert Lomont, il n'est pas là. Comment vous vous accommodez avec un comédien comme Gilbert? Oh, ben très bien, on s'écoute. Oui, on apprend. Voilà, mais ça c'était une volonté aussi du metteur en scène, d'avoir une diversité à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aussi d'avoir des idées, il faut les pratiquer. Alors, rencontrer quelqu'un, on commence à travailler ensemble, on ne se connaît pas, et on se connaît, et on peut avoir des cultures différentes. Et c'est cette richesse-là qui est voulue, et qui doit œuvrer, et qui doit être présente. C'est-à-dire qu'on joue la même chose, et on se décalque pas. Le metteur en scène voulait absolument que les personnalités soient à l'œuvre, soient présentes. Voilà. Et alors Gilbert, maintenant on se connaît et on est alors il est très content. On est très heureux de se retrouver en Guadeloupe. Oui. Vous l'avez connu avant? Ben oui, je l'ai connu moi à Avignon. Donc, et puis maintenant on tourne dans des villes, etc. Mais de venir ici, le connaissant, voilà, c'est touchant. Une dernière chose, comment les jeunes que vous avez rencontrés, les lycéens, ils réagissent à ce type de spectacle? Écoutez, donc là je sors de la représentation ce matin, il y avait 350 jeunes gens qui ont écouté 1h30 de spectacle, concentrés, contents à la fin, sensiblement. Hein. Après, on est resté, on a discuté un peu avec eux, puis on a presque écourté pour venir ici, mais ça s'est très bien passé. Et vraiment, ça fait même partie des choses très, très agréables de cette rencontre-là, justement, par rapport à demain. Tout à fait. Voilà. Alors demain 20h. Alors, demain 20h, à l'Archipel, à Basse-Terre, venez avec les adolescents et c'est parfait. D'accord. Ok. Bien, on vous remercie en tout cas, Paul Camus, d'être venu parler de cette pièce extraite de l'œuvre Cohen, d'Albert Cohen, et on donne rendez-vous donc à nos téléspectateurs, particulièrement ceux qui sont de la région de Basse-Terre, mais aussi les autres, à être demain à l'Archipel pour cette pièce. Une dernière info, Jessie, avant de clôturer le journal? Oui, alors pour rester toujours dans la réflexion artistique, l'exposition intitulée État d'art, État d'âme est actuellement visible au Fort Fleur d'Épée. Savoir traduire ses sentiments en images, c'est le fruit de 18 mois de travail effectué par les élèves de l'artiste peintre Françoise Goni-Goubert. Les images tout de suite avec Yanis Péquignot. Cette année, je fais exposer mes élèves en leur ayant demandé de réfléchir à un sentiment et de le traduire en images. Et non pas de faire parler une image après en se disant ça voulait dire ceci ou cela. Donc
18 mois de réflexion, de lecture, quelquefois de lecture de poésie, pour stimuler l'imagination, parce que le rôle du peintre est de parler de ce à quoi il est sensible, et il est un témoin de son époque et de l'univers dans lequel il vit. On n'est pas juste là par hasard et on ne fait pas des tableaux juste parce que c'est joli. Donc ça a été un gros travail cette année. Et nous travaillons exclusivement avec de l'huile extra fine. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise la peinture qui sort du tube, et c'est là la richesse d'un savoir-faire artisanal, parce qu'on fabrique nous-mêmes tous les médiums. Et on travaille exclusivement sur toile de lin, parce que toutes les autres toiles sont trop sensibles à l'humidité. Et donc on peut tendre soi-même sa toile. Je l'ai fait travailler sur bois également. C'est ce qu'on appelle un style figuratif, parce que le métier s'apprend traditionnellement en faisant des copies de certains petits détails de tableaux de maître, et on essaye de suivre les mêmes voies, c'est-à-dire une peinture lente, précise, minutieuse, et qui se termine avec des glacis, qui est un savoir-faire artisanal qui donne cette douceur à toutes les couleurs. Et une tempête subtropicale vient de se former dans l'océan Atlantique en plein mois de janvier. C'est la 4e fois que ce phénomène se produit en 160 ans. Il ne concernera pas, heureusement, notre archipel. Bien, alors, on va rappeler les rendez-vous de fin de semaine, Jessie. Alors, je sais que vous irez à la fête du Pongal. Oui, voilà. C'est à Belin. Exactement, à C'est ce soir, non? Alors, ce soir, il y a la conférence. Oui, ce soir, il y a la conférence. Avec Madame Alamkan. Exactement. Sous l'interprétariat dans l'immigration indienne. Alors, samedi, toute la journée, vous êtes dans le diri indien, la fête du Pongal, c'est ça? Alors, dimanche, il me semble. Alors, dimanche, je sais que samedi, ils font aussi... un documentaire, diffusion documentaire. Voilà, exactement. Mais dimanche, j'y serai. Sans quoi, samedi, vous avez la journée du diabète à Desréland aussi. Oui, c'est vrai. Alors, lundi, en toute façon, on parlera du Pongal. Hein. Je vous assure. Alors, il y a aussi Vukum Yukan Larila, donc ce week-end à Bastère. C'est qu'après 40 ans après la Soufrière, c'était en 76, mon c'était Tépé, la Soufrière Tépété, et donc tout ça. On vient de parler des frères humains. Aux frères humains, c'est à l'archipel, c'est demain soir. Et puis, si vous n'avez pas pris ce bouquin, vous ne le savez pas encore, on a reçu René Saint-Tenac, le complexe équation antillaise, et au CIVAD, eh on vient de vous le dire, c'est M. Pierre Porlon qui est venu le dire en direct ici. Pratiquement, le président du CIVAD n'est plus président, il devrait laisser son siège. On parle de M. Rinson, puisqu'il y a eu un changement intervenu entre les collectivités qui étaient au CIVAD et qui ont quitté le CIVAD. Donc aujourd'hui, M. Rinson devrait, semble-t-il, quitter sa place. Dernière chose, deux informations importantes, qu'est-ce qu'on va retenir pour aujourd'hui avant le week-end? Alors en ce moment, oui, vous avez donc les contrôles sur les routes de Guadeloupe. La DIL et la police donc, ont décidé de faire des contrôles de prévention. Et sans quoi, il y a la création de l'association contre le silence et l'oubli. Donc c'est une association qui s'est formée donc, après la mobilisation autour des ossements découverts à Saint-François. Et c'est Joël Nankin qui a lancé cette affaire. Voilà, puis on a reçu aussi Monsieur Zouk News. Je vais parler de Philippe Vidal. Voilà, c'est complet. On a passé une semaine complète avec Jessie et ses petites gouttes. Sinon, tout va bien, Jessie. Ils ne vont pas comprendre quand tu dis Ils ne vont pas comprendre, mais je ne dirai pas davantage. En tout cas, ça va, on se retrouve lundi? On se retrouve lundi, oui. Oui, vous passerez une très bonne semaine avec moi et avec Jessie, ou avec Jessie, ou avec moi. Enfin bref, c'est ok. Voilà, voilà, pas de problème. Merci en tout cas d'être avec nous. Réalisation technique aujourd'hui, c'était Zébris et on a commencé à l'heure.